Eh bien bonjour. Ça fait plaisir. Oula. Où ça va pas ça? Bon, on va attendre un peu que tout le monde arrive. Surtout qu'aujourd'hui, il risque d'y avoir un peu plus de monde avec cette histoire de partenaire coréen de Navia. Hop là. Alors déjà, bon, on va préciser. Euh, on va faire dans l'ordre. Donc on va faire d'abord l'oscillo, où on va parler avant tout gaming. Bonjour Altico et bonjour Stockrick. Après, on va faire un petit focus, mais vraiment tout léger, sur Nacon et ses problèmes avec Frogware. Et voilà. Et les problèmes de Nacon, du coup, avec cet éditeur, enfin avec son prestataire, qui est pour moi quand même un assez gros problème, on va dire. Et après, on va parler donc de Navia et de qu'est-ce que je pense de la news de vendredi et surtout de comment on analyse bien une société et on vérifie bien les, euh, les partenaires d'une société, y compris quand c'est dans des pays un peu plus compliqués et qu'on a du mal à les analyser correctement. On essaye de trouver comment ça s'appelle, on essaye de trouver des partenaires sur sur comment trouver l'information, et pour ça on va aller bien plus loin que Google, hein, surtout sur des pays où Google n'est pas le numéro un. Bon, on attend encore un peu et je vais lancer. Tout, 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 tout. Et surtout, ouais, surtout comme c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être un peu complexe l'histoire de Navia, n'hésitez pas à me couper et à me poser des questions, hein. Franchement, ça c'est très important pour la compréhension. C'est en plus important pour la compréhension de ceux qui sont pas là. C'est-à-dire ceux qui verront ça quand replay. Parce que effectivement, ça aide beaucoup, beaucoup. Bonjour, Tim Tobé. Tiens, c'est la première fois que je te vois, toi, je crois. Ou alors, t'avais pas ce pseudo-là avant. Mais en tout cas, c'est une des premières fois que je te. Et en plus, bah, du coup, oui, la manière de faire de Navia, entre guillemets, c'est la manière de faire qu'on développe dans le. C'est la manière de faire qu'on développe dans le premium, donc c'est-à-dire dans New Tech Insider Europe. C'est la manière d'analyser les boîtes. Ça vous montre pourquoi il n'y a pas tant de boîtes que ça dans New Tech Insider Europe, c'est-à-dire il n'y a pas tant de dossiers que ça. Mais s'il n'y a pas tant de dossiers que ça, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui partent à la poubelle. Voilà. Salut Matt. Bah, salut Albinor. Bon, il est quelle heure? Il est 40. Bon, bah on va partir, hein. Surtout qu'en plus ça va être un peu long. Donc hop là, let's go. Hop 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 hop, c'est parti sans moi. C'est pas bien ça. Hop. Hop là. Bon. Alors, c'est l'oscillo numéro 7 du coup. Hein, on est toujours très content. Bonjour Biji et bonjour Lassitug. Du coup, oscillo numéro 7. Comme toujours, il faut bien comprendre que tout ce qui est dit dans les slides et par moi à l'oral, ce n'est absolument pas des recommandations d'achat ou de vente. On vous conseille de faire vos propres recherches et d'analyser toujours les dossiers avec vos propres recherches. Voilà, et de prendre conseil auprès d'un conseiller financier agréé par l'AMF ou auprès d'un gestionnaire de fonds agréé lui aussi par l'AMF ou d'un courtier. Voilà.
et j'insiste bien, même sur Navia tout à l'heure, ce n'est ni une recommandation d'achat, ni une recommandation de vente. Ça illustre juste le process de recherche d'informations sur un angle dédié de la société Navia, sur le partenariat coréen, et sur comment on remonte une pelote d'informations pour aller trouver l'information sur des gens. Et il faut bien comprendre qu'on ne donne pas de valorisation à Navia, ni aux acteurs dans l'oscillo. On parle juste de leurs avancées, de pourquoi il y a des avancées, de ce qu'on pense de ces avancées et tout. Voilà. Allez, let's go. Donc déjà, on a les ventes de cette semaine. Bon, alors cette semaine, ça retombe. Ça retombe. On a toujours un ratio 2 PS5 pour une Xbox série. Alors, c'est pas tout à fait 2, hein. C'est un peu moins, mais on a toujours le même ratio. C'est pas bon pour Microsoft parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à rattraper le retard sur Sony, hein. Et genre, c'est vrai que c'était le but principal de Microsoft avec cette nouvelle génération. Et pour le moment, ça marche pas malgré les forts investissements de Microsoft. Après, il est vrai que le démarrage des deux consoles est loin de ce que les deux sociétés pouvaient espérer, même si, comme on l'a vu précédemment, ils collent bien avec les générations d'avant. Entre guillemets, les générations d'avant, elles sont nées à un moment où le gaming était moins avancé que maintenant. Donc normalement, ces générations-là auraient dû mieux se vendre, mais ça n'a pas réussi à cause du Covid et de problèmes de stock. Voilà. Donc on a toujours effectivement pour ce problème de stock, on a toujours le problème de semi-conducteurs qui est un problème vraiment assez important. Donc ça, je retrouverai les abonnés de New Tech Insider Europe vendredi pour parler justement de ce problème-là de façon dédiée avec Edern et avec Étienne Henry qui est spécialiste des semi-conducteurs et on vous parlera un peu de pourquoi ça dérape, quels sont les problèmes et tout, et voilà. Et on ira vraiment dans le détail et les sociétés à suivre, pourquoi il faut suivre ces sociétés, qu'est-ce qu'il faut regarder dans ces sociétés et tout. Donc après, au niveau de la Switch, bon, vous avez des ventes qui retombent, mais on avait les superbes ventes la semaine dernière de Bowser Fury, qui était vraiment une petite locomotive. Cette semaine, on a eu plusieurs éditeurs indépendants qui ont annoncé des très bonnes ventes sur Switch. Des très bonnes ventes. On a eu le jeu de boxe qui a annoncé, qui est sorti surtout au Japon, qui a annoncé ses ventes. Et du coup, voilà. C'est des très bonnes ventes. Pour les autres consoles, bah, c'est toujours pareil, hein, le back catalogue, enfin les consoles de génération d'avant, elles commencent à tomber petit à petit. Bon, la PS4 est quand même une console qui tient vachement bien pour une volonté de la part de Sony d'éteindre la génération. C'est quand même une console qui vend toujours au-dessus de 50 000 exemplaires. C'est assez fort. Alors après, il faudrait voir combien il reste de stock dans le parc à l'heure actuelle. Parce que peut-être que Sony a un peu plus produit de consoles pour prévoir la pénurie des PS5 et avoir encore quand même des choses à mettre en magasin. Donc il faudrait regarder. Mais j'ai pas eu d'infos là-dessus. J'en ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc là justement, bah voilà, on va parler de la part de marché. Et du coup, vous allez voir la part de marché des différents acteurs. Donc ce qu'on voit ici, c'est quand même assez simple. C'est les ventes. Alors on est en year over year. C'est-à-dire on ne prend pas sur toute l'année, mais on prend du 1er janvier à maintenant. Hein, ça c'est important de le comprendre parce que du coup vous voyez on se permet de voir les ventes non pas en annuel mais de 1er janvier à la semaine dernière là où on a arrêté le compteur. Donc en fait ce qu'on voit c'est qu'en 2018 la Switch avait vendu 1 400 000 consoles, après 1 600 000, enfin 1 700 000, après 1 900 000 et là 2 750 000. Donc on voit vraiment que la console de chez Nintendo, elle a un premier trimestre qui est vraiment bien meilleur cette année, hein. Vraiment bien meilleur cette année. C'est dû au lancement, c'est dû aussi au fait qu'il y ait eu des confinements et ce genre de choses. Mais ça, c'est une info très intéressante parce que une info comme ça vous permet d'affiner quarter par quarter les résultats des sociétés et ça, c'est très très intéressant. Mercredi ou vendredi.
Il me semble que c'est vendredi. Il faudra demander à Edern, précision, mais il me semble que c'est bien vendredi. Normalement, vous devriez recevoir un mail. De toute façon, ça sera en replay et voilà. Mais c'est peut-être moi qui me trompe, hein, mais il me semble que c'est vendredi. Voilà. Du coup, on voit que depuis le début de l'année, en gros, on est toujours sur ce que je vous disais, hein. C'est-à-dire pour 2 PS5 vendus, on vend une Xbox série X. C'est beaucoup mieux que sur la génération précédente, vraiment beaucoup mieux, hein, parce qu'on le voit, c'est un taux qui avait quasiment été jamais atteint sur ce premier trimestre. C'est-à-dire, au mieux, il y a eu le 2018 du coup et un peu 2020, mais sinon c'était assez faible. Bon, on voit aussi que la 3DS s'éteint clairement, hein. C'est une console qui est au bout de sa vie, qui ça fait des années qu'elle est plus produite et là on écoule les derniers stocks. Voilà. Et donc là vous avez la part de marché. Donc ça c'est la part de marché totale, on l'arrête en 2021, donc c'est-à-dire à cette date-là. Donc ce que vous voyez c'est que la PS5 a 26% de part de marché, la Xbox Series X a 15% de part de marché et la Switch en a 58%. Alors si on compare par rapport aux générations précédentes, c'est bien meilleur pour Nintendo, vraiment bien meilleur. C'est pas mis là dans le slide, mais c'est vraiment bien meilleur pour Nintendo. C'est parce qu'ils sont partis beaucoup plus tôt que les autres. Mais même si on compare à la Wii, c'est vraiment bien meilleur que ce qu'avait fait la Wii comparativement. C'est un peu meilleur pour Microsoft. C'est-à-dire que vraiment... Ah bah alors c'est mercredi, autant pour moi. C'est mercredi. C'est bien meilleur pour Microsoft. La question, c'est de savoir si est-ce que c'est meilleur pour Microsoft parce que Sony a des problèmes de stock ou est-ce que c'est meilleur pour Microsoft parce qu'il y a une petite amélioration par rapport aux générations précédentes. Ça, c'est une vraie question, une vraie question de fond. Il est difficile d'y répondre à l'heure actuelle à cause de ces problèmes de stock. C'est-à-dire, comme on a ces problèmes de stock, on n'est pas capable de définir comment les acteurs ciblent l'envoi de leur stock région par région. On a des chiffres qui sont consolidés, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que à ce moment-là, à l'heure actuelle, Nintendo devrait plus ou moins rester vers les 50%, ce qui est plus ou moins le trend de long terme. C'est-à-dire, une fois que les ventes accéléreront des autres consoles, ils devraient rester dans les 50%. C'est plus ou moins ce qu'on avait sur les générations précédentes. Et par contre, effectivement, la question, c'est le partage des 50% restants entre Sony et Xbox et voir si la stratégie de contenu d'Xbox lui permet, sur cette génération, de rattraper un peu de son retard ou pas. J'ai tendance à penser que la stratégie de contenu permettra à Xbox de vendre dans le temps. C'est-à-dire que là où Xbox était très mauvais, c'était qu'il avait des lancements qui étaient assez comparables à ceux de Sony, mais qu'après, dans le temps, il y avait un effondrement. Et vous le voyez bien sur la dernière génération, c'est-à-dire sur la génération Xbox One, pardon, quand on compare PS4, Xbox One, vous voyez que souvent on est sur des ratios depuis le début du suivi à 4, entre 3 et 4 pour... entre 3 et 4 PS5 vendus, PS4 vendus pour une Xbox One vendue. Alors, ça sera à suivre. Ça sera vraiment un des points clés à suivre. Et vraiment, voilà, je vous conseille de bien vérifier ces analyses de part de marché quarter par quarter et en les coupant par rapport au quarter parce que ça peut vous donner des idées sur une comparaison par rapport au quarter d'avant. C'est-à-dire que là, vraiment, même si effectivement, on peut se dire que par exemple la Switch en 2018, il n'y avait pas la Lite, il n'y avait pas tout ça, donc les consoles étaient plus chères. Mais bon, si vous faites une règle et que vous mettez un panier un peu moins haut par Switch maintenant, même comparativement à avant, vous vous rendez compte que vous allez forcément sur la partie hardware avoir une hausse assez importante du chiffre d'affaires de Nintendo et ça bon c'est très intéressant pour vous. Alors après il faut la comptabiliser et
faut faire marcher un peu vos algorithmes et vos manières de faire. C'est un truc qui s'apprend avec le temps, hein. C'est-à-dire que vous allez modéliser une fois, il est quasiment sûr que les premières fois où vous allez modéliser, vous allez vous planter, hein. Mais en fait, plus vous allez avoir de data, plus vous allez avoir d'expérience, de temps et de choses comme ça, plus en fait vous devenez optimisé et plus vous savez à peu près combien coûte, combien va rapporter une console et ce que ça va faire quarter par quarter. Alors encore une fois, hein, vous n'allez jamais cibler au million près ni à la dizaine de millions près. Mais en fait, ça vous permet d'avoir une vision du business et d'avoir un range un peu plus clair. C'est-à-dire que vous êtes quasiment sûr que ça va faire plus de X et ça va être entre X et Y et vous avez X ou Y qui est situé dans une borne de 100 millions de dollars, quoi. Donc c'est pas ultra précis, mais dans une analyse de très long terme, ça permet de dérisquer un peu les sociétés et de bien comprendre le business et d'affiner sa sélection. Et ça, c'est assez important pour un investisseur de long terme. Donc après, on va parler un peu de Valheim. Donc pourquoi on parle de Valheim? Parce que c'est 5 millions de ventes pour le jeu Valheim. Et c'est un jeu qui a été lancé, c'est le premier jeu d'un studio qui vient d'être lancé en 2000, enfin qui a vu le jour en 2019. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que Valheim, c'est un jeu qui est donc développé par ce studio là, et surtout qui est édité par Embracer, dont on a déjà parlé, le groupe qui fait beaucoup de MMA. Et ça vous montre pourquoi c'est très intéressant d'être aussi un éditeur et d'être capable d'aller trouver des petits studios de talent. C'est-à-dire les petits studios de talent, généralement, ils vont se concentrer sur des jeux très atypiques, qui ont un parti pris assez fort. Sur Valheim, il y a un parti pris assez fort, c'est-à-dire vous vivez la vie d'un viking ou d'un pseudo-viking et vous construisez votre village et vous évoluez dans un monde comme ça et c'est un jeu PC. Et donc ça, c'est intéressant parce que du coup, vraiment, ça peut, quand c'est bien fait et quand vous avez un bon éditeur et un bon développeur, vous pouvez tomber sur des double A qui rapportent beaucoup d'argent. Et Valheim, c'est typiquement ça. C'est pas du tout un triple A, c'est pas un jeu qui a bénéficié d'un budget de centaines de millions, c'est un jeu qui a bénéficié d'un peu moins de 10 millions d'euros de développement et c'est un jeu qui va rapporter énormément d'argent parce que déjà quand vous êtes à 5 millions de copies vendues en un mois, vous savez à peu près où vous allez aller et vous savez que le jeu est pas fini. Et surtout, l'avantage aussi pour un éditeur comme Embracer, c'est qu'ils connaissent les gens qui ont fait Valheim, ils peuvent les racheter, ils peuvent s'arranger pour avoir les droits du prochain, ils peuvent faire des extensions, ce genre de choses, et vous pouvez très vite devenir très rentable. Et ça vous montre tout le développement qu'il y a dans tous ces studios un peu milieu de gamme, c'est-à-dire tous les studios comme Embracer, tous les studios comme Focus, comme Nacon, qui sont des hybrides, c'est-à-dire qui font quand même de l'édition, tout en voulant internaliser en partie les studios. C'est très intéressant d'avoir les deux parce que ça vous permet en fait quand vous êtes face à des développeurs de leur proposer les deux supports. Soit on les acquiert et on développe les jeux, voilà, comme un studio classique de jeux vidéo comme Ubisoft, comme Activision et tout, soit on vous propose de rester totalement indépendant et on va juste vous éditer. Il y a des risques à juste éditer et à pas contrôler le narratif d'un studio. Les risques principaux, c'est que vous savez pas très bien comment va se passer le développement, vous n'avez pas de pouvoir sur le recrutement du studio qui fait le jeu vidéo, ce genre de choses. Mais c'est intéressant aussi parce que ça permet des fois de découvrir des pépites pour pas très cher. Et là, en l'occurrence, Valheim, on peut dire que c'est à mon avis une pépite en devenir et que pour Embracer, c'est un très très bon coup. Voilà, on va continuer. Donc après, on va passer à la France. Alors, il y a eu les CEL, donc le syndicat des jeux vidéo français, a sorti son bilan de l'année 2020. Et du coup, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Parce que la France, c'est un marché qui est en voie de devenir mature. C'est-à-dire le marché console, qui est un marché qui est là depuis des années, il commence à atteindre sa maturité. Le marché du mobile, il est en croissance. Et le marché de PC, il est clairement mature. Donc en fait, ça vous donne un bon exemple dans les pays, on va dire, occidentaux, de comment le marché va évoluer et de comment le marché il doit être à un moment où il va atteindre son pic. Et là où il faut investir et là où il faut faire attention. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a fait plus 11,3%. On peut dire qu'il y a une partie de cette hausse qui vient clairement du Covid. C'est aussi dû au fait que 2019 avait été une moins bonne année, mais 2019 avait eu moins de lancements de gros jeux et avait pas eu le lancement des consoles aussi.
Donc ça, c'était un peu moins bon pour 2019. Et voilà. Donc 2020 avait, en plus du Covid, des avantages assez clés. Ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a 51% du chiffre d'affaires qui vient des consoles, il y en a 27 qui vient du mobile, et il y en a 22 qui vient du PC. Ce que vous voyez, c'est vraiment que c'est que le segment PC, il arrive à la maturité à peu près partout, sauf en Asie, hein. Mais dans tous les pays occidentaux, il est plus ou moins à maturité. Il y a des segments qui sont clairement en décroissance. Les jeux sur navigateur, c'est clairement un segment qui est en décroissance. C'est quand même un segment où il y a des bonnes opérations à faire parce que c'est un segment où, par exemple, vous avez un croisement entre le marketing et le jeu vidéo avec des studios de jeux vidéo qui font des jeux vidéo sur navigateur et qui en même temps font des jeux marketing ou des jeux vidéo qui proposent leurs jeux vidéo d'une façon à pousser des événements marketing ou ce genre de choses. Donc il y a quand même des choses à faire et surtout il y a de la consolidation de manière très très agressive, surtout chez les Allemands qui étaient des spécialistes du jeu sur navigateur, avec beaucoup de studios allemands qui faisaient des jeux multijoueurs sur navigateur comme ça, en Asie aussi, et il y a beaucoup de concentration dans ce secteur, et ça c'est intéressant, parce que c'est des secteurs où c'est des jeux qui sont très très rentables aussi, donc la concentration permet d'avoir des grosses synergies, et donc même si vous êtes sur un secteur descendant, il peut quand même y avoir beaucoup de valeur qui est créée. Après, vous avez le jeu PC classique, hein, pas sur navigateur mais classique, où là on va dire que plutôt vous avez les segments de niche qui tirent leur épingle, comme on en a parlé la dernière fois avec Paradox, c'est-à-dire les RPG, les RTS, ce genre de choses, les jeux de stratégie en général, et après tout ce qui va être MMO. Le reste, c'est quand même un peu marginalisé. Vous avez un peu de FPS, mais c'est surtout sur l'anglais MMO là aussi les FPS et tout ça. Vous avez le mobile. Le mobile, il a profité effectivement du Covid et il profite aussi d'un trend de fond, c'est-à-dire que les gens jouent de plus en plus sur mobile. Et ça, c'est normal parce que voilà, on a du temps de libre. Et du coup, effectivement, quand on est dans les transports ou dans les choses comme ça, on peut pas jouer à la console, on peut pas jouer au PC, mais on peut jouer avec son mobile. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. On va avancer un peu plus loin. Donc là, vous avez le zoom, du coup, par marché. Et ça, c'est très très intéressant parce que justement, ça vous montre bien l'évolution qu'on va avoir dans le milieu du gaming sur une zone à peu près mature. Donc vous avez vraiment l'évolution complète avec la part de marché complète, hein. Vous voyez, vous avez les périphériques consoles, tous les trucs comme ça. Alors, il faut bien savoir les périphériques. Vous avez aussi un truc assez exceptionnel cette année. Vous avez deux facteurs exceptionnels sur les périphériques. Vous avez la sortie de Flight Simulator de Microsoft et d'Asobo qui a fait vendre beaucoup de joysticks et de matériel de pilotage qui sont du matériel assez cher et donc a monté effectivement un peu le hardware PC. Et après vous avez les nouvelles consoles qui du coup ont forcément fait vendre des nouvelles typologies de manettes, des nouvelles choses et le Covid qui a fait vendre beaucoup aussi de souris, de claviers et de casques gaming. Voilà. Hop là. Donc du coup après vous voyez aussi par format, ce qu'on voit c'est que c'est quand même très digitalisé. C'est-à-dire il y a 43% des ventes de PC et consoles qui sont dématérialisées. Vous avez plus de 18% de physique. Donc là ça vous montre bien quand même que ce que je vous dis souvent, c'est-à-dire que le jeu vidéo est en train de faire sa mue comme l'a fait la musique et qu'on passe du moment où on achetait les CD en physique à on achète les jeux sur le store sur le store de la console ou sur le store PC, que ça soit Steam ou Epic Games ou un autre, c'est vraiment un truc en cours et je pense que ça va continuer à descendre sur la partie physique et qu'on va de plus en plus se digitaliser. Et donc ça, effectivement, c'est un segment extrêmement intéressant et surtout ça vous montre bien l'évolution dans laquelle on est. C'est-à-dire comme je vous ai déjà expliqué, on achetait le jeu vidéo en physique, on l'achète sur le store comme si on l'achetait en physique. Et bientôt on le consommera en abonnement avec un package et tout. Et donc voilà, vous êtes un peu plus vous allez avancer, plus vous allez aller vers cet abonnement. Bon après vous avez vraiment la répartition du chiffre d'affaires, donc 48% pour les consoles. C'est poussé un peu par le fait qu'il y a les ventes de consoles cette année, hein, et que du coup c'est fait vendre un peu des jeux un peu plus chers que d'habitude.
et qu'il y ait eu beaucoup de jeux de triple A cette année qui se vendent un peu plus cher que d'habitude. Après, vous avez le mobile et après, vous avez le PC. Voilà. Hop, 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 hop. On va continuer. Je vais m'arrêter 5 minutes, il n'y a pas de questions. Non. Le temps que je passe au slide d'après, je reviendrai voir s'il y a des questions. Hop là. Donc là, vous avez les meilleures ventes. Hein. Donc le top 20 des jeux, toutes plateformes confondues. Hein. Donc ce que vous voyez dans ce segment, c'est vraiment l'importance de certaines licences. C'est-à-dire FIFA est la locomotive en France. C'est-à-dire que FIFA vend énormément de jeux. Hein, vous êtes sur un peu plus de 75 millions de ventes pour FIFA. C'est vraiment colossal. Ça vous montre bien aussi que FIFA, dont je vous ai déjà parlé, imaginons que si le sport, le foot, était vraiment joué en Chine, en Corée, au Japon, aux États-Unis, comme il était en Europe, on peut dire que FIFA, c'est une licence comme on n'a jamais vu dans le jeu vidéo. Et là, en fait, vous voyez que c'est une licence surtout européenne, donc ça fait vraiment énormément d'argent en Europe. Après, vous avez Animal Crossing New Horizons qui a fait un carton cette année. Et ça, justement, c'est là que vous voyez l'avantage d'une licence comme ça. C'est-à-dire que là où FIFA se vend surtout en Europe, Animal Crossing New Horizons, c'est partout, hein, dans tous les pays. C'est dans le top 3 des ventes, toutes plateformes confondues. Il y est quasiment toujours, sauf dans les pays où il a pas été porté encore, ce genre de choses. Mais sinon, il est quasiment toujours là. Après, vous avez Call of Duty qui s'est fait du coup ravir la place cette année par Animal Crossing. Chose assez étonnante, on l'attendait pas forcément là, c'est que vous avez Assassin's Creed Valhalla qui se classe 4ème, et ça c'est une très très bonne chose pour Microsoft, comment ça s'appelle, pour pour euh, pour Ubisoft, c'est vraiment une très très bonne chose parce que ça indique que vraiment le jeu a très bien marché. Encore une fois, hein, je vous l'ai déjà expliqué, il a tiré parti de la faiblesse de Cyberpunk et du fait qu'il n'y ait pas vraiment de trucs en frontal en face de lui. Voilà. Donc voilà. Après, vous avez The Last of Us qui était une exclusivité qui s'est assez bien vendue quand même. Après, vous avez Mario Kart Deluxe. Et là, c'est là qu'on voit aussi la puissance de Nintendo. Hein. C'est-à-dire, vous êtes sur un top 20 et vous avez Animal Crossing, c'est Nintendo. Vous avez Mario Kart 8 Deluxe, c'est Nintendo. Vous avez Ring Fit Adventure, c'est Nintendo. Vous avez Super Mario 3D All Star, c'est Nintendo. Vous avez encore Luigi's Mansion 3, c'est Nintendo. The Legend of Zelda Breath of the Wild, c'est Nintendo. Et c'est en plus un pack catalogue assez vieux. New Super Mario Bros. U Deluxe et Super Mario Party. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez 8 jeux sur le top 20 en France qui sont des jeux Nintendo. C'est vraiment, c'est comme je vous l'avais dit la dernière fois pour l'Angleterre, c'est vraiment, c'est du jamais vu. Et je pense que dans aucune industrie culturelle, vous verrez quelqu'un truster à ce point-là le top. À la limite, dans la musique avec Universal, mais à part dans la musique avec Universal, où vous pourriez peut-être trouver fréquemment dans le top 20 mondial que des artistes Universal, et encore c'est pas tout à fait sûr. Là, en l'occurrence, dans le cinéma, ça n'existe quasiment pas. Même Disney, qui est un gigantesque conglomérat, généralement, il n'a pas 20, il n'y a pas 8 films à lui dans les 20 meilleures ventes d'un pays. C'est très très rare. C'est arrivé. Et là, vous avez ça chez Nintendo. Et surtout, comme je vous l'ai dit, vous avez des jeux, c'est des back catalogues, c'est-à-dire c'est des jeux qui sont vendus depuis très 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 longtemps. Hein. La moitié du catalogue de Nintendo là est un catalogue qui a plus de 2 ans. Donc ça veut dire que ces jeux-là se sont déjà très bien vendus, continuent à très bien se vendre et ça fait plus de 2 ans. C'est incroyable, vraiment. On peut critiquer beaucoup de la stratégie de Nintendo, mais c'est vraiment une cash machine assez exceptionnelle. Vraiment, c'est un peu comme Apple. On peut critiquer beaucoup
des stratégies d'Apple et tout, et pourtant ils arrivent à vous vendre des iPhones toujours par cargaison entière, et c'est impressionnant. C'est des entreprises, moi je sais pas comment elles font pour tenir dans le rythme, mais voilà, ça vous montre aussi que ça s'auto-entretient. C'est-à-dire, malgré le fait que les gens fassent plus la queue pour acheter un iPhone, ils s'en vendent toujours autant et les gens, ils ont toujours envie d'avoir un iPhone. Malgré le fait qu'on critique beaucoup Nintendo, que on dise que Pokémon ça va pas s'échanger, que Pokémon c'est moche, que Mario le online c'est pas bien, truc, on en achète toujours. Voilà, on en achète toujours. Il y a vraiment un attachement de marque qui est assez fort et qui est assez unique là-dessus, hein. Vraiment, c'est euh, c'est assez impressionnant. Donc on va continuer. Là, vous avez le jeu vidéo en France. Donc là, voilà, c'est ce que je vous avais dit, hein, c'est un marché qui est mature. Donc là où on voit qu'il est mature, c'est que vous avez à peu près le même nombre de garçons ou de filles, enfin d'hommes ou de femmes plutôt. Voilà, vous arrivez à la parité. Faut bien vous dire que c'est un truc qui a été très très violent, hein. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, le graphique était pas du tout comme ça et il y avait une proportion de femmes qui était beaucoup beaucoup plus faible. Donc ça vous montre aussi que dans les pays où les femmes ne jouent pas encore aux jeux vidéo, il y a du potentiel d'ajout dans le marché, et c'est très intéressant parce que en segmentant un peu le marché et en regardant un peu les jeux sur lesquels les femmes vont plus jouer, vous pouvez anticiper des évolutions de marché dans certains pays, et ça c'est intéressant. On voit aussi que l'âge moyen, bah, il est plutôt stable pour tout le monde, hein, c'est-à-dire que c'est 39 ans chez les deux, et donc ça c'est un très bon signe. Vous avez un enfant sur deux qui joue tous les jours, ça, et un adulte sur trois. Donc ça vous montre aussi la capacité du support à attirer des gens qui vont être tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Et ça, c'est très 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 important. Il y a 71% des Français qui jouent. C'est considérable. C'est vraiment... voilà, à part la musique qui peut rivaliser, euh, et la télé, le reste, ça rivalise pas, hein. Vraiment. Donc après, parmi les joueurs français, alors là, on va un peu plus loin dans la segmentation. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les 10-14 ans, ils jouent tous, quasiment, hein, parce qu'il y en a 96% qui jouent. D'accord. La tranche 15-18 ans, 92. La tranche 19-24, 87. Puis la 25-34, 82. Puis la 35-44, 78. La 45-54, 66. Et la plus de 55, 52. Donc dites-vous bien que la plus de 55, elle est née avant le jeu vidéo quasiment. Enfin, pas forcément tous, mais quasiment tous. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont pris la machine en marche. Donc ça veut bien vous dire, ce que je vous rappelle tout le temps, c'est que le marché, il va atteindre bientôt son pic, mais entre guillemets, ce qu'on va voir, c'est que les générations de maintenant et les générations qui vont arriver dans les seniors, dans les 10 ans ou 15 ans plus tard, c'est une génération de joueurs. Et ce qui serait vraiment très intéressant, c'est quand une génération de retraités va être une génération où il y a eu beaucoup de gamers, et voir s'il y a des jeux de retraités entre guillemets qui se mettent en place, et des MMO, parce que comme vous avez plus de temps, vous avez plus de temps à passer sur des supports, vous avez moins de capacité de mouvement, et donc le jeu vidéo pourrait devenir un peu un refuge pour ces retraités, pour faire des interactions sociales, et ça serait très intéressant. Vous commencez à voir des théories comme ça aux États-Unis sur des jeux qui sont orientés un peu plus sur des publics un peu plus vieux, et et surtout vous avez un autre avantage sur ces jeux-là, vous avez généralement un revenu par joueur qui est un peu plus grand, et ça c'est très intéressant. Donc après vous avez la fréquence de jeu. Bon bah ça vous montre que quand même le gaming c'est addictif, hein, et que vous avez beaucoup de gens qui vont jouer de manière vraiment assez importante, hein. Hop là. Donc du coup, voilà. Après, on va passer à la réponse de Nintendo à Sony et Microsoft. Donc Nintendo, pour ceux qui suivent, Bloomberg a sorti un article. Donc Nintendo va sortir une Switch légèrement plus grande avec un écran d'un peu meilleure qualité pour 2021 et pour surtout les fêtes de 2021. Alors l'idée chez Nintendo, c'est d'avoir une nouvelle console entre guillemets légèrement mieux pour vraiment répondre
comme on se doute que la pénurie des consoles va durer jusqu'au Q2, à minima, voire au Q3 si on suit un peu le marché des semi-conducteurs vraiment de façon précise. Donc en fait, ce que va jouer Nintendo, et c'est un coup plutôt très intelligent, c'est quoi? C'est qu'elle va sortir une console un peu plus grande pour le Q4 de 2021, et le but est de pouvoir se mettre en frontal de Sony et de Microsoft à Noël en 2021 avec vraiment un matériel de nouvelle qualité, un tout petit peu plus cher et aussi de pas faire péter les coûts. C'est-à-dire que comparativement aux autres, Nintendo est un acteur qui a toujours gagné de l'argent en vendant ses consoles, hein. Même au début, c'est un acteur qui vend rarement à perte. Or, je vous ai déjà montré que, par exemple, Sony vendait à perte en ce moment et que Microsoft était très proche de vendre à perte. Et avec la hausse des semi-conducteurs, il est quasiment sûr que Microsoft produit à perte en ce moment. Et donc, pourquoi ça? Bah, ça, c'est intéressant, c'est parce que quand on regarde le prix des écrans OLED, et ça, c'est important de le comprendre, c'est-à-dire quand vous avez une pénurie des semi-conducteurs, vous n'avez pas forcément une pénurie dans le reste de la chaîne. Et donc, ce qui se passe dans les OLED, c'est quoi? C'est que déjà, vous avez une courbe de compétences qui commence à devenir assez pentue. Donc, vous avez un prix qui décroît parce qu'on est de plus en plus rapide et de plus en plus technique. Et donc, du coup, la production d'un écran OLED coûte de moins en moins cher aux acteurs. Mais aussi, vous avez un autre facteur qui fait qu'en 2021, les prix ont beaucoup décru. C'est quoi? C'est que des écrans OLED, on les utilise dans les téléphones, dans les télés et dans d'autres acteurs. Mais dans ces actifs, il y a aussi des puces. Et vous avez du coup beaucoup d'acteurs qui ne peuvent pas acheter d'écran OLED parce que de toute façon, ils ne peuvent pas produire parce qu'ils n'ont pas de puces. Et donc du coup, vous vous retrouvez avec des acteurs des écrans OLED qui ont prévu des usines d'une certaine capacité. Et en fait, ce que vous comprenez assez vite quand vous êtes dans le milieu de l'électronique, et surtout de l'hardware et de la production d'hardware électronique, c'est quoi? C'est que le plus important pour un acteur, c'est d'essayer de saturer son usine le plus possible. Comme je vous l'ai dit dans le business des semi-conducteurs, l'acteur qui va détenir l'usine, son but c'est de saturer à 100% l'usine. L'acteur qui va vendre un produit, son but c'est que l'usine elle soit pas saturée à 100%. Donc les acteurs sont obligés de se mettre toujours d'accord parce que sinon on est toujours en flux ultra tendu et comme rajouter des capacités de production dans les usines de semi-conducteurs ou dans les usines d'OLED ou dans toutes les usines de composants informatiques, c'est pas si simple que ça. Vous êtes toujours obligé d'anticiper. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'ayez pas d'anticipation des acteurs du problème sur les puces, et du coup, vous avez trop d'écrans OLED pour pas assez de producteurs, et donc ce qui se passe, c'est que ça permet à Nintendo de profiter de coûts des écrans qui est assez bas, et du coup, pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrangé avec Samsung qui va lui fournir des puces et qui va lui fournir les écrans. L'avantage pour Samsung, c'est quoi? C'est que peut-être qu'il va pas marger comme il margerait au maximum sur les puces, mais il va obtenir un win-win, c'est-à-dire il va se permettre d'occuper ses unités de production OLED et il va essayer de s'y retrouver en vendant un peu des deux. Ça, c'est très intéressant parce que ça permet de voir que Nintendo a profité vraiment d'une mécanique de marché assez imprévisible et qui va lui permettre de sortir un Q4, un produit qui va pouvoir peut-être concurrencer à minima un petit peu les nouvelles consoles. Alors après, est-ce que Nintendo avait vraiment prévu le coup? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment un coup de chance, comme il en arrive beaucoup dans des stratégies d'entreprise. C'est-à-dire que Nintendo voulait sortir un nouveau produit pour un peu combattre les nouvelles consoles et qu'il s'est trouvé qu'en plus ils ont un prix des écrans qui diminue de beaucoup. Et il faut savoir que dans la Switch, le prix de l'écran c'est quand même une grosse partie de la Switch, entre 10 et 15% du prix, hein. Et un peu plus quand c'était au lancement. Donc vraiment, voilà, vous avez, c'est vraiment pas négligeable une descente de prix. Et là, vous avez vraiment une descente de prix qui est assez importante. Sachant qu'en plus, sur la Switch, les puces sont des puces moins complexes et qu'on trouve en plus grande quantité à l'heure actuelle que sur les puces et les architectures dédiées de Sony et de Microsoft. Voilà, voilà. Alors. Alors oui, il y a beaucoup d'inclusion dans les jeux vidéo. Vous avez beaucoup ça chez Microsoft, hein. Vous avez des manettes pour les handicapés. Vous avez beaucoup de choses comme ça chez Microsoft. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est un travail des studios. Voilà, c'est un vrai travail. Après,
c'est un travail vraiment ISR. C'est-à-dire, est-ce que ça va élargir de beaucoup le marché? Je pense pas. Mais voilà, c'est un vrai travail ISR qui est intéressant. Et surtout, ça permet de tester des choses, tester des nouvelles manières de jouer, de faire de l'innovation un peu avec, avec des cibles différentes pour après amener ces innovations sur le grand public. Voilà. Donc après, bon, on va faire le reste des news. Donc ce qu'on a appris, c'est que Google Stadia, qui est un four, hein, et ça je vous avais prévenu qu'il y avait des grands risques que ça finisse en four. Ben, ils ont payé 20 millions d'euros à Ubisoft pour que Ubisoft porte les jeux sur Stadia. Ils ont payé un peu plus de 10 millions d'euros à 10 millions de dollars pardon à Take-Two pour que Take-Two porte les jeux sur Stadia aussi. Ce qui vous montre que le fait d'avoir payé pour que les jeux soient portés, mais pas qu'ils soient gratuits sur la plateforme, était une erreur. Hein. Si vraiment Google voulait aller jusqu'au bout de son idée, il fallait donner les jeux avec l'abonnement, et donc il fallait payer beaucoup plus Take-Two et Ubisoft. Mais je pense que le problème, c'est qu'Ubisoft et Take-Two étaient totalement contre le fait de donner le jeu. Parce qu'effectivement, pour un éditeur comme Take-Two, comme Ubisoft, surtout Take-Two, le PDG en a beaucoup parlé, il déteste le modèle par abonnement et il ne veut pas entendre parler du modèle par abonnement. Pourquoi? Parce que Take-Two étant un éditeur qui fait peu de jeux, mais des jeux qui se vendent de manière très très importante et qui sont très très connus, en fait, Take-Two n'a aucun intérêt à être dans un catalogue. Take-Two a tout intérêt à ce qu'on continue à acheter les jeux 60 euros comme ça quand on veut un jeu. Parce que lui, il fait quelques jeux qui se vendent très très bien, qui se vendent très longtemps, et ça l'intéresse pas de faire un modèle par abonnement. Ubisoft, c'est un peu la même chose. Vous n'avez pas non plus un catalogue qui est considérable, et ils n'ont pas d'intérêt à faire ce catalogue-là. Donc ça, vraiment, voilà. Et ça prouve la complexité pour les acteurs qui veulent venir dans le milieu du jeu vidéo. C'est-à-dire que si vous voulez avoir du contenu, il faut vraiment le payer de manière assez chère. Voilà. Donc vous avez Roblox, dont je vous en ai déjà parlé, c'est une IPO qui va commencer bientôt. Surtout, ce qui est intéressant sur Roblox cette semaine, c'est qu'ils ont fait leur conf call. Il y a 650 000 vues sur leur conf call pré-IPO. C'est du jamais vu, hein, Wall Street. Il s'est jamais passé un conf call qui a été vu par 650 000 personnes. Ça n'existe pas. Alors, il y a des théories qui circulent. Le public de Roblox visé, il est assez jeune. Donc il y aurait un public de 18-25 ans qui suit Roblox, qui est intéressé par Roblox et qui se renseigne avant d'investir, ce genre de choses. C'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment une entreprise très particulière, Roblox, avec un jeu très très connu. Rappelez-vous, Roblox s'est valorisé à l'heure actuelle un peu moins de 30 milliards. Minecraft, qui est un peu un équivalent en différent, ça a été racheté un peu plus de 2 milliards par Microsoft à l'époque, et c'était considéré comme vendu pas cher. Bon, le créateur de Minecraft, c'était pas un très grand businessman, donc il s'est fait un peu avoir. C'est là que vous voyez aussi que les grands acteurs peuvent faire des très bons coups, c'est-à-dire que Microsoft a fait un très bon coup en rachetant Minecraft, un peu comme Disney a fait un très bon coup en rachetant Star Wars. Mais bon, voilà. Après, vous avez Ubisoft qui se lance dans le fantasy sport. Donc ça, je vous ai déjà expliqué. Hein. J'ai investi dans pas mal d'acteurs du secteur. Voilà, c'est entre le pari et le jeu. Alors là, c'est quoi le but? C'est à travers des jeux qui vont être mis sur la blockchain. On a des cartes de joueurs de la Ligue belge. On fait des équipes de 5 joueurs avec ces cartes. Et par rapport aux performances qu'ils ont eues dans les matchs de la semaine, ça leur donne des points. Ça vous donne un nombre de points qui vous permet de monter dans la ligue, et celui qui est tout en haut, il gagnera des récompenses. Alors, surtout, ça permet aussi à Ubisoft de tester tout ce qu'on appelle les NFT. Les NFT, c'est quoi? C'est des tokens. On va essayer de simplifier ça. Hein. Les NFT, c'est des smart contracts qui sont assis sur des tokens comme Ethereum ou ce genre de choses, et qui disent que vous êtes propriétaire d'un actif digital unique. Donc par exemple, ce qui intéresserait beaucoup Ubisoft, c'est de dire par exemple, vous avez un jeu, vous avez un costume unique à votre personnage que vous avez gagné parce que vous avez fait un tournoi, et ben Ubisoft pourrait dire voilà, ce costume il est lié à ce contrat NFT,
Et ce contrat NFT, vous pouvez l'acheter ou le vendre. Et donc l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que l'acteur qui a eu ce design unique, qu'on ne pourra pas reproduire en jeu, hein, que personne d'autre pourra avoir, ben, il peut le monétiser, il peut le vendre à quelqu'un. Et vous pouvez créer tout un système de vente, d'achat, de spéculation et tout. Et ça, c'est très très intéressant pour les producteurs de jeux vidéo, parce que ça vous permet de passer d'un système où, entre guillemets, vous étiez sur un truc où vous vendiez pour une monnaie digitale, donc in-game, un produit à un acteur, et qu'après cet acteur, il allait le revendre contre la monnaie du jeu à d'autres acteurs, vous allez créer un produit unique que vous allez donner à un acteur qui va revendre à d'autres acteurs contre de la monnaie réelle. Et potentiellement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez lier vos NFT à des exchanges qui vous sont propriétaires et toucher une commission sur les ventes. Donc vous voyez très bien qu'il y a d'énormes enjeux financiers là-dedans. Et c'est un nouveau segment qui se met en place chez Ubisoft, qui est un des premiers jeux du Ubisoft Lab, qui est un nouveau labo de recherche et développement d'Ubisoft, qui travaille beaucoup sur les jeux blockchain et sur la NFT, et ça c'est très très intéressant, parce que effectivement au niveau de la monétisation, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Oui, c'est un peu comme dans l'édition du livre. Effectivement, c'est un peu la même chose. Sauf que là, l'avantage, c'est qu'en fait, comme on est sur un actif totalement digitalisé, c'est beaucoup plus facile de le lier à un token, en fait. C'est beaucoup plus simple que de lier un actif réel. C'est-à-dire qu'il y a des NFT sur des actifs réels. C'est par exemple des NFT liés à des tableaux et des choses comme ça. Mais en fait, c'est difficile de faire le lien entre le NFT sur la blockchain et la chose en réel. C'est-à-dire en fait c'est assez, enfin si on contrefait votre tableau, votre NFT il va pas il va pas forcément le découvrir, ou alors il faudrait asseoir au NFT des logiciels de reconnaissance pour faire en sorte, et là mais vous êtes sur des choses beaucoup plus compliquées qui auraient un coût beaucoup plus compliqué et tout. Par contre quand vous êtes sur des actifs digitaux, ça c'est pas un problème et vous pouvez totalement les sécuriser à travers des NFT. Et donc il est sûr que par exemple des acteurs comme Disney et tous ces acteurs qui ont des licences de très très grande qualité, ils vont éditer des NFT sur des supports dédiés, par exemple en disant c'est un costume unique de Star Wars que vous pouvez utiliser dans Assassin's Creed, et voilà, c'est un truc qu'on vous vend 50 balles, et il y en a 1000 sur Terre et pas un de plus. Et là, après, vous pouvez le vendre, le racheter et tout. C'est ni plus ni moins que du collector, mais c'est du collector digitalisé et protégé. Et plus facile aussi à céder. C'est-à-dire qu'un collector à l'heure actuelle, c'est plus compliqué à céder. C'est-à-dire, moi, j'ai pas mal de collecteurs de jeux vidéo. Si je veux les céder, il faut que vous ayez les certificats. Les certificats, il y en a certains qui sont contrefaits, d'autres non et tout. C'est assez complexe. Là, vous simplifiez un peu la chose. Bon, allez, on continue. Donc, on va continuer, c'est avec Nacon. Alors Nacon, c'est un éditeur français et il se retrouve un peu dans la tourmente. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi Nacon se retrouve dans la tourmente. Parce que Nacon est producteur, enfin non pas producteur, mais éditeur de The Seeking City, qui est produit par Frogware. Donc Frogware était censé développer The Seeking City, enfin In The Seeking City si vous voulez, et Nacon avait les droits pour distribuer In The Seeking City sur Steam. Il se trouve que cet été, Frogware a accusé Nacon de ne pas avoir payé une partie des frais de développement que s'était engagé à payer Nacon, donc $1 million, qui n'auraient pas été versés. Du coup, Frogware a décidé de ne plus donner les codes sources de In The Seeking City à Nacon. Nacon a quand même publié sur Steam des vieux codes sources de In The Seeking City. Depuis, il y a une bataille judiciaire assez forte qui s'est mise en place entre les deux acteurs pour savoir qui a raison, qui a tort. Là, c'est compliqué. Je ne vais pas vous dire qui a raison, qui a tort. Ça va être très très compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut faire très très attention. Pourquoi ? Parce que du coup, sur Steam, il y a des gens qui demandent le remboursement. Steam déteste faire des remboursements. Parce que c'est très compliqué pour Steam de faire des remboursements. Quand Steam est obligé de faire des remboursements, généralement Steam n'aime pas ça. Et va
plutôt vous blacklister. Donc déjà, vous avez un risque, c'est que Nacon subisse les foudres de Steam, et vous l'avez d'autant plus ce risque que Nacon est pas un éditeur avec des licences très connues, et est un éditeur assez jeune, donc vous n'avez pas un track record qui est considérable. Et entre guillemets, si Steam met des bâtons dans les roues à Nacon, ça change, ça en gênera beaucoup Nacon, mais ça gênera pas beaucoup Steam. A contrario, par exemple, Steam ne peut pas se mettre à dos CD Projekt Red malgré le fait qu'il a remboursé une partie des Cyberpunk. Pourquoi? Parce que CD Projekt Red édite d'autres jeux qui sont vraiment des jeux phares, et donc Steam peut pas se permettre de ne pas les avoir sur son store. Donc il est obligé de négocier avec des acteurs et de subir des remboursements. Quand vous êtes sur des acteurs beaucoup plus petits, le pouvoir il est vraiment sur la plateforme et pas équilibré. Et là vous avez un problème pour Nacon, c'est que ça soit mal vu. Vous avez aussi un autre problème, c'est que quand vous êtes un éditeur, enfin un développeur comme Frogware, vous jouez un peu votre vie à chaque fois que vous sortez un jeu. C'est-à-dire que vous allez mettre beaucoup d'argent, le mec qui va vous éditer va mettre beaucoup d'argent aussi, et en fait, vous jouez votre vie. C'est-à-dire si le jeu marche pas, généralement, vous n'êtes pas à Ubisoft, vous n'êtes pas sur des studios qui peuvent se permettre l'échec, et du coup, vous pouvez partir en cacahuète. Donc si votre partenaire vous paye pas une partie des frais de développement, ce genre de choses, ou vous accuse de beaucoup de choses, bah, ça peut vite mal tourner. Et du coup, ce qui est un peu dangereux aussi pour Nacon, c'est que sur sa partie édition, bah, il se pourrait que Nacon pâtisse de ses relations avec Frogware, avec des éditeurs qui diraient, enfin avec des studios qui diraient je préfère aller travailler avec Focus, je préfère aller travailler avec Digital Bros, je préfère aller travailler avec Coffee Bean ou avec d'autres acteurs qu'avec vous qui êtes accusé de ne pas payer une partie des frais de développement. Donc ça c'est vraiment une histoire à suivre, hein, de façon assez importante. Donc une partie du problème semblait réglée quand les tribunaux français avaient donné raison à Nacon, mais il se trouve que récemment, Frogware a fait une demande de DMCA, donc c'est-à-dire une demande de droit sur In the Seeking City sur Steam, et Steam a décidé d'enlever le jeu et a dit que effectivement, d'après les avocats de Steam, la licence In the Seeking City était bien la propriété de Frogware et non pas de Nacon, et ce qui était publié était pas vraiment la version finale de In the Seeking City, donc c'était plutôt Frogware qui avait raison. Là encore, c'est compliqué, il y a des procédures aussi sur des tribunaux aux USA, mais entre guillemets, voilà, il faut être au courant des limites et bien suivre cette histoire parce que ça pourrait porter préjudice à Nacon à long terme. Voilà. Steam, oui. Steam, c'est une société américaine. C'est une société qui est la propriété de Valve, qui est une société américaine. C'est assez compliqué. C'est pas forcément le droit américain qui se met en place parce que la société, la plateforme est américaine. Ce qui compte, c'est l'endroit où Frogware et Nacon ont signé le contrat. Il semble que ça soit en France, mais après le problème, c'est que comme Frogware accuse de faire du vol de propriété intellectuelle, c'est un peu plus compliqué parce que la question c'est que Frogware c'est pas un studio qui est que en France, donc vous avez un problème. Là vous êtes vraiment dans la légalité, c'est très compliqué. À vrai dire, on s'en fout de savoir qui a raison ou qui a tort. L'important c'est de savoir dans le fond combien ça va coûter à Nacon et surtout de voir quelle est la partie PR de mauvaise qualité que ça va faire à Nacon et est-ce que ça va empêcher Nacon de signer des deals d'édition auprès de certains studios ou pas. Plus le truc va durer longtemps, plus ça va créer problème. Parce qu'en plus, comme c'est Nacon qui édite, c'est sur son, quand les gens vont mal voter sur le jeu et vont dire que le jeu est mauvais parce que ils ont pas le jeu final ou ce genre de choses, ça va du coup taper la note éditeur de Nacon, ce qui est pas bon à long terme. Et par exemple, ce qui est assez bon, c'est que chez Focus Home,
qui est un studio français, vous avez une très très bonne note des jeux dans le temps. Vous avez une note qui est au-dessus de 80, ce qui est très très bon et ce qui correspond à des scores de studios comme Ubisoft, comme Activision et tout. Et donc c'est très très bon. Et Nacon, vous étiez déjà sur des notes qui étaient pas terribles, et là ça risque de redescendre encore. Et ça, franchement, c'est un risque à très très long terme. C'est un risque à très très long terme. Après, peut-être qu'ils arriveront à faire leur montée en gamme. Bon, et du coup, on a fini sur l'univers gaming. Donc je vais vous laisser poser des questions. Et puis après, on va attaquer notre histoire de Navia. Ah, non, je voulais vous dire autre chose. Vous avez aussi une autre info qui vient de tomber. Vous avez vous avez Epic Games qui rachète Fall Guys. Euh, pas Fall Guys, pardon. Fall Human Flat. Donc c'est un jeu dont on avait déjà parlé, c'est un party game. On en avait déjà parlé il y a 2-3 semaines, je crois. 3 semaines pour être précis. Et je vous avais dit que sur les party games, il y avait des choses en cours. Et c'est un jeu qui était que sur PS4 et PS5 et qui est en train d'arriver sur les autres consoles, là en ce moment. Pourquoi c'est intéressant pour nous? Parce que ça prouve que Epic Games essaie vraiment d'amener d'autres façons de jouer, toujours en multijoueur dans son univers, et ça c'est très très intéressant, parce que comme en plus ils ont une communauté assez jeune, s'ils arrivent à faire un pool de jeux assez ludique, assez cool, et qui pourraient mettre au travers de leur plateforme qui est l'Epic Store, ils pourraient créer tout un univers qui va au-delà de Fortnite, et ça permettrait de légitimer leur vision et d'aller sur quelque chose d'assez important. Et ça, c'est très intéressant. Donc, il faudra surveiller ce qu'ils font de cette acquisition et de ce jeu. Voilà.